ce live, on va aborder deux sujets qui sont des sujets de prédilection pour Julien, le closing et la négo. Donc ces deux sujets, en fait, ils vont souvent ensemble parce qu'on les retrouve à un moment clé du cycle de vente qui est le rendez-vous de vente. Donc on va revenir dessus pour répondre à la problématique suivante. Comment maximiser ses chances de signer un deal lors d'un rendez-vous? Ok, hello à tous. Merci Matt pour l'invitation. Maximiser ou mieux closer son entretien, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de vous exposer une partie de ce que je sais, ce que j'ai appris. Et je dis souvent dans la façon, en gros, de closer ou la façon de négocier, l'important, ce n'est pas tant la technique, c'est surtout la façon dont on l'utilise. Je pense que bon nombre d'entre vous qui sont présents, et je vous remercie d'être là, vous avez déjà pas mal de techniques en tête. L'idée, c'est de pouvoir échanger surtout sur comment vous allez les utiliser. J'ai à peu près 15 ans d'expérience. Sur ces 15 ans d'expérience, il y a 3 ans chez Royal Canin en marketing. Il y a 8 ans chez PepsiCo dans la vente, où j'ai été commercial, chef des ventes, catégorie manager, compte clé hors domicile, et puis directeur de zone, donc patron un peu d'une équipe de vente. Après, j'ai été chez Michel et Augustin, où j'ai été directeur des ventes, et j'ai continué un petit peu de la négo en centrale régionale. Et puis, j'ai basculé pour sortir en gros du retail donc de la GMS. J'ai basculé chez Carglass pendant 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, l'histoire avec Carglass c'est terminé. Et du coup, j'ai embrassé la carrière, j'allais dire, chez Icono, à côté de Mathieu, de Sacha, pour parler vente et essayer de transmettre un peu ce que j'ai appris et ce qu'on m'a appris pendant ces 15 dernières années. Merci Julien. On va rentrer dans le vif du sujet. J'aime bien commencer avec une petite stat généralement. Donc là, la stat, c'est 41% des équipes sales utilisent le rendez-vous comme KPI principal. Est-ce qu'ils arrivent à avoir un rendez-vous avec un client? Et le coût moyen d'un rendez-vous, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place de lead generation, de prospection pour avoir un rendez-vous, le coût moyen, du coup, c'est 897 euros. Donc en fait, sachant que c'est le KPI principal et que du coup, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans les sociétés pour arriver à ce moment-là qui est clé dans la vente, bah, il vaut mieux assurer une fois qu'on a décroché un rendez-vous. Et quand on pense vente, d'ailleurs, on pense souvent négo, quand on pense rendez-vous client, pardon. Mais je t'ai entendu dire, Julien, qu'un bon vendeur ne négocie jamais ou pas forcément. Il sait avant tout closer. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est un peu galvaudé de dire un bon vendeur ne négocie jamais. Je pense que peut-être par des racines méditerranéennes, latines, je pense que dans nos civilisations, si on négocie pas, on n'a peut-être pas l'impression de vendre. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on aime bien utiliser un bon vendeur ne négocie jamais, parce que potentiellement, on part du principe que si la vente a été, entre guillemets, bien déroulée, et que si on a exprimé tous les arguments qui étaient en ligne avec les besoins du client, bah, potentiellement, il n'y a aucune raison de négocier parce que en fait, le client est satisfait de ce qu'on propose. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un bon vendeur ne négocie jamais, quoi. OK. Et alors, quand on ne négocie pas, on close directement. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par le closing, qui est un de nos deux sujets du jour, Julien? Oui, tout à fait. On va parler de closing parce que avec Arnaud, la personne avec qui je travaille, on a décidé de voir en gros la vente un peu différemment. On part du principe que si on arrive à closer, potentiellement, il n'y a pas besoin de négocier, ou la négociation peut arriver dans un deuxième temps. Pourquoi est-ce qu'on souhaite en tout cas le transmettre dans ce sens-là? C'est quand on est un vendeur ou un négociateur, il faut être capable de sentir, au-delà de la technique, le moment où on doit pouvoir négocier. Et le moment surtout, en amont de cette négociation, on va pouvoir closer. Et on essaye de le présenter avec cette technique qui pourrait potentiellement mettre des mots pour capter des instants. Et c'est hyper important parce qu'en plus, le closing, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec les e-commerce. Je dis bien mettre des mots sur la captation d'un instant. Donc, c'est plus du bon sens et de l'expérience de sentir quand le client est prêt à closer plutôt que de se dire, bon, ben là, je vais utiliser telle ou telle technique de closing. Donc, dans les 7 façons que je vous propose de dérouler maintenant sur le closing et que tu me demandes, Mathieu, c'est plutôt essayer voilà, de mettre des mots et un peu de scénariser ce qui se passe.
Ce qu'il faut avoir en tête d'abord, c'est que c'est le moment où on va demander au client de signer son contrat. À l'ancienne, le bon de commande qui arrive. Et la règle d'or, et c'est une fois de plus peut-être un peu tarte à la crème, mais c'est win-win. C'est important que le client ait le sentiment au moment où il va devoir signer, il faut que le client ait le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Si jamais on le fait dans le push, si jamais on le fait au mauvais moment où on sent que le client n'a pas ce qu'il a eu et que nous, de notre côté, on n'a pas ce qu'on a eu, on a beau closer et faire ce qu'on a envie de faire, mais pour autant, malheureusement, aucune des deux parties sera satisfaite. Ça risque de générer de la frustration d'un côté et de l'autre et potentiellement, ça va casser un peu le côté, pérenne et la relation commerciale, c'est-à-dire vendre quelque chose de plus. La première technique qu'on donne au niveau du closing, ou en tout cas l'appellation qu'on y donne, c'est le closing au niveau récapitulatif. C'est quelque chose d'assez traditionnel. Une fois qu'on a fait sa vente, qu'on a exposé et on a découvert les besoins du client et qu'on a fait de façon extrêmement structurée, comme je l'ai appris à l'époque chez PepsiCo, une vente où on présente les avantages, les caractéristiques de notre produit, les bénéfices liés au client. Ensuite, derrière, on arrive sur la conclusion. Et c'est tellement évident dans cette vente qu'on va appeler donc cette méthode du récapitulatif. Tout match entre ce que le client demande et en gros tout ce qu'on a proposé. Bon, vous l'avez bien compris, ça c'est un peu l'idéal. Cette vente récap, elle est souvent liée, je pense que vous êtes tous allés déjà dans des foires. C'est souvent quand la star des ventes, elle est en train de présenter le légume slicer. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément envie et potentiellement on se retrouve face à lui. Et au bout d'un moment, quand il a fait sa démo, qu'il a présenté tous les bénéfices et les avantages du truc, on se dit bah, c'est clair, il m'en faut un. Donc là, on est sur une technique plutôt récapitulative. Le deuxième type qu'on va avoir, c'est le closing alternatif. Donc ça, il est assez utilisé quand le client en face, il vous a donné un accord de principe. Donc il est à peu près OK sur le fait qu'on puisse bosser ensemble. Là, on sent clairement qu'on peut aller closer et donc terminer le rendez-vous. Là, on a préparé en amont, donc ça nécessite une grosse préparation, ce closing alternatif. C'est qu'on a un produit avec une offre 1, 2 ou 3. On a eu l'accord de principe de la part du client et on lui donne le choix entre ces 3 solutions. Donc le client, il est déjà engagé et nous, ça nous permet à l'intérieur de cette technique de closing, tout simplement, de générer une offre peut-être supérieure à ce que le client aurait demandé. Si moi, aujourd'hui, je vends une formation en Icono B2B, par exemple, je peux proposer à un client une formation B2B vente, solution numéro 1, vente plus management, solution numéro 2, ou vente plus management plus prospection, solution numéro 3. Quoi qu'il arrive dans les 3 solutions sur le closing, le client, parce qu'on a obtenu un accord de principe en amont, choisit entre l'une des 3 solutions pour closer. Donc, Julien, dans ce cas-là, est-ce que le fait de la technique de proposer 3 offres, c'est en fait la technique qui consiste à en proposer une avec un prix très élevé, une moyen, une plus bas pour atterrir sur celle de milieu? Non, parce que c'est hyper important. C'est pour ça qu'on parle bien de closing. On est en phase de signature. Ok, On a eu l'accord de principe du client. On n'est pas tout à fait d'accord encore sur ce qu'on va mettre en face, mais potentiellement, il y a l'accord de principe de la part du client. Donc, ok, ce qu'on souhaite faire là, tout simplement, c'est préparer et proposer 3 offres qui pourraient, en principe, convenir au client. Et le client n'a plus qu'à choisir entre les 3. Donc, on n'est ok. pas du tout dans la négo. Il faut bien se remettre dans le mindset où on est systématiquement, on est en cours de signature. On a le stylo dans les mains si on devait le caractériser et on est prêt à signer. Ok. L'autre technique, elle est en fait, c'est 2 techniques, on en dit 7, 6, on hésite un peu, qu'on va appeler le sharp angle ou la vente dégradée. Donc, ces 2 techniques, soit on les isole, soit on les met ensemble. Je les mets ensemble pour plus de simplicité. Souvent, le prospect en face, quand on est une fois de plus sur un accord de principe, va demander une réduction tarifaire sur la proposition que tu vas lui faire. Et bien, ce qui se passe là dans ces cas-là, que ce soit dans le sharp angle ou dans la dégradation tarifaire, on va proposer au client de dégrader notre tarif sous réserve, bien entendu, qu'il signe maintenant. Et ça va prendre tout son sens, notamment dans la partie négociation, quand je vais vous parler d'un des piliers de la négo, qui est de ne pas concéder sans obtenir une contrepartie en amont. Là, la contrepartie qu'on obtient suite à cette dégradation tarifaire ou
une remise ou une réduction que souhaite ton client, et ben à ce moment-là, tu lui dis, moi, je n'ai pas de problème, mais dans ces cas-là, vous signez. Et à ce moment-là, on lui obtient la réduction. Donc, c'est une autre technique qu'on peut utiliser pour closer. La suivante, c'est ce qu'on va appeler un closing intermédiaire. Et c'est là où c'est important de sentir que le closing, ce n'est pas tant une technique, c'est vraiment une situation et un sentiment qu'on a vis-à-vis du client. Quand on va parler de closing intermédiaire, c'est pendant l'entretien de vente, qu'on soit là pour le coup en négo ou pas, on sent qu'à un moment donné, il y a potentiellement une toute petite fenêtre qui s'ouvre pour signer avec le client. Et ça, c'est de l'intelligence situationnelle. C'est sentir que le client est prêt à basculer, mais pas forcément sur la totalité de l'offre. Donc, quand on parle de closing intermédiaire, si on avait prévu le closing sur une frise complète de une demi-heure de rendez-vous, on avait prévu tout mettre à l'intérieur. Si au bout de 10 minutes, on sent que potentiellement, il y a moyen de faire signer le client, à ce moment-là, on lui lance en gros la contre-mesure. On lui dit, dans ces cas-là, est-ce que si on s'arrête là, on pourrait se mettre d'accord? Et à ce moment-là, on se met d'accord et on signe. Ce qui est génial dans cette technique-là, ce que je trouve cool, c'est qu'on va mettre, pour les plus anciens qui nous suivent, et il y en a, parce que je les connais, c'est la technique un peu du vendeur France Loisirs, ça va être le pied dans la porte. C'est-à-dire que potentiellement, comme on a fait signer le client, et que comme le client, maintenant, on est référencé, on se connaît. Il connaît notre façon aujourd'hui de potentiellement travailler et ce qu'on peut lui apporter. On a signé un premier contrat qui n'est peut-être pas forcément à hauteur de celui qu'on voulait, mais comme on a closé et qu'il sait comment on bosse, et potentiellement, derrière, on va pouvoir lui faire de l'upsell ou du cross-sell sur des rendez-vous futurs. Pour ça que je dis que c'est hyper important d'avoir plus que la technique, c'est l'intelligence situationnelle de le sentir. Si vous sentez que le client il peut vous dire oui, il ne faut surtout pas hésiter. En fait, moi, je suis assez preneur de signer. Et puis, comme le dirait quelqu'un que je ne connais pas, comme ça vous permet d'avoir un devis, parce que tant qu'on n'a pas un devis signé, il n'y a rien qui est fait, quoi. L'autre et l'avant-dernière que j'ai expérimenté pour le coup chez PepsiCo, c'est plus une technique sur des appels d'offres, notamment sur des distributeurs ou des partenariats sur des contrats pluriannuels. On va appeler ça un closing de conditionnement. C'est un peu biaisé comme technique de closing parce que potentiellement dans l'appel d'offres, quand on a un contrat pluriannuel, par exemple avec de la distribution automatique, on doit répondre à un certain nombre de critères. Donc ça veut dire, si tu veux, qu'en amont sur ton offre, tu vas devoir bosser dans toute ta descente. Tu vas devoir t'assurer que tous les points que ton client t'a demandé, pas forcément être d'accord avec lui, mais en tout cas, tu vas dans son sens. Donc, quand on parle de technique de closing de conditionnement, c'est que potentiellement en amont de cette présentation d'appel d'offres, tu vas dire en gros à ton client, si je réponds au point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est d'accord. Si j'arrive au 7 et que tout a été coché, il n'y a aucune raison que tu me dises non. Et quand chaque point, si tu veux, les uns derrière les autres sont closés par une sorte de closing intermédiaire, de facto, quand tu arrives à la fin de ta presse, tu te mets d'accord avec ton client. Je répète, c'est assez spécifique. On est sur une technique de conditionnement qui est liée à un appel d'offres ou à une série de critères que ton client t'a demandé et que toi, tu remplis pendant ta présentation. Est-ce que derrière ça, il y a une technique de biais cognitif où on cherche à faire dire oui plusieurs fois Alors, systématiquement, Ouais. parce que le but du closing, et on le dit dans toute la vente, c'est quand on parle de reformulation, quand on parle de résumé de situation dans une vente, c'est systématiquement pour obtenir un oui. Sans prendre des travers galvaudés de vente en disant il ne faut pas parler du mais, il ne faut pas entendre de non, il ne faut pas de négation. Ce qui est assez ouf, en tout cas pour avoir expérimenté, c'est entendre un oui de la part du client, même sur quelque chose de basique, nécessairement, ça oriente vachement mieux le closing et beaucoup mieux la conversation dans la suite de ta vente et surtout de la relation que tu as avec ton client, quoi. Ok. La dernière sur la technique, alors c'est une technique perso que j'ai jamais essayé, je la trouve un peu touchy. Et pour la voir, elle est beaucoup mieux faite dans un film, mais on la matérialise avec Arnaud sur la technique de la non-vente. Je vous encourage à voir Vendeur avec Gilbert Meky et j'ai oublié le nom de l'autre acteur.
où il lui demande en gros de vendre une cuisine. Et le gars lui dit, mais en fait, cette cuisine, je ne vais pas te la vendre parce qu'elle n'est pas pour toi. Donc, on va parler de technique de closing de non-vente. C'est-à-dire que mécaniquement, on va dire au prospect ou au futur client que le produit, il n'est pas pour lui ou que telle ou telle fonctionnalité pourrait potentiellement ne pas lui convenir parce que l'offre que tu vas faire, elle est trop grosse. Ça génère en général chez un client qui est plutôt sur de l'orgueil ou de la nouveauté, pardon, ça va générer forcément une certaine curiosité et il peut potentiellement aller chercher plus que ce qu'il voulait sur le besoin initial. Et donc, on va appeler ça de la non-vente parce qu'on commence par lui dire qu'on ne veut pas lui vendre, qu'on veut lui faire du sur-mesure, mais que pour ça, ça ne lui va pas. Et donc, ça génère justement cette curiosité et on arrive à closer parce que le client dit si, si, mais je pense que je fais partie des clients aujourd'hui qui pourraient être intéressés par cette offre. Ok, ok. Voilà. Donc, Euh, oui, pardon, vas-y. Non, non, pardon, termine. Je disais juste, non, c'est pour terminer, donc vous l'avez compris. Je pense que ce que vous voyez là, c'est plus essayer de mettre des mots sur, je le répète, mais la répétition fixe la notion, de mettre des mots sur une intelligence situationnelle. C'est-à-dire aujourd'hui sentir, et c'est la priorité, par un jeu de questions ouvertes, par un jeu de phase de silence, de sentir à quel moment, justement, le client peut se sentir en phase de signature. Parce que si jamais ça, vous ne le sentez pas, et c'est la deuxième partie du point qu'on souhaitait aborder tous les deux, bah, potentiellement, on risque de tomber en égo. Et là, on n'est plus du tout dans une phase où on va closer, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le point de signer, mais on bascule vraiment dans une négociation. Mhm. Hyper clair. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours, il y en a pas mal qui nous ont rejoints après le début. Donc là, avec Julien, on vient de faire un balayage des 7 techniques de closing, à savoir le récapitulatif, l'offre alternative, le sharp angle closes, le closing intermédiaire, le conditionnement, la dégradation et la non-vente. Donc toutes ces 7 techniques sont en fait pleines de bon sens et permettent de closer une vente sans rentrer dans la négo. Et maintenant, on va passer à une deuxième partie. Effectivement, quand il n'est pas possible de closer tout de suite, de signer tout de suite le devis, il y a souvent besoin d'une négociation. Et c'est là que Julien entre en scène à nouveau. Je ne sais Je pas crois si j'entre en scène. un framework aussi, il me semble. Ouais. Je ne sais pas si... Quoique, entrer en scène, c'est pas mal. Je me souviens d'une formation que j'ai eue à l'époque chez PepsiCo. On nous disait qu'il fallait jouer un clown. Donc, c'est important. Et je crois de mémoire que j'ai un de mes anciens clients qui s'est inscrit à ce live, qui doit se marrer en me disant ça, c'est sûr. Vendeur, négociateur, je ne sais pas, mais clown, c'est sûr. Donc, potentiellement, ce que j'ai appris, et donc ce que je trouve hyper cadrant en tout cas, c'est ce que j'ai appris chez Pepsi sur les 5 piliers de la négo. Sur les 5 piliers de négo, c'est quelque chose d'assez structuré. Le principe est de se dire qu'à la différence de la vente, on va avoir un acheteur d'un côté et un vendeur de l'autre. Bah là, il n'y a juste pas de négociation. Il y a un échange de bons procédés. Je te propose, Mathieu, d'aller tout à l'heure chez Franprix et de dire à ta caissière pour le sandwich que tu vas l'acheter, bah, ce que je te propose, c'est que tu me fasses une remise de 20% si je t'en prends un deuxième. Bon, je pense que la caissière va dire, écoutez, je pense que là, il y a un problème. Je vais tenter, je vais tenter. Hein. On peut essayer. On est vraiment dans une relation achat-vente et c'est ce qui va différencier, c'est pour ça que je parlais de closing, c'est ce qui va différencier la vente de la négo. Quand on va rentrer en négo, au lieu d'avoir en fait l'achat-vente avec un échange direct, on va en fait écarter l'acheteur et le vendeur et on va créer au milieu ce qu'on va appeler la zone d'intérêt commun. Et c'est ce qui va faire la différence entre les deux. Et vous imaginez que les deux parties, acheteurs et vendeurs, sont reliées par un élastique. L'un de mes anciens boss me disait, le principe de la négo, c'est de pouvoir agrandir cette zone en tendant l'élastique, en s'assurant que l'élastique ne casse jamais. Parce que si on casse l'élastique, bah, d'abord, ça fait mal parce qu'on se le prend en pleine tronche. Mais c'est surtout que pour revenir derrière et réparer en fait la liaison qu'il peut y avoir entre les deux parties prenantes, c'est hyper dur. Donc, casser une négo, c'est compliqué. C'est des méthodes qui existent plus ou moins en grande distrie. Et encore que je parlais hier avec quelqu'un qui me dit la méthode de se lever et partir en disant bah, de toute façon, on négociera jamais. C'est devenu. Je pense que c'est hyper compliqué et je déconseillerais, mais ça peut arriver de se faire mettre dehors
Je raconterai des histoires quand j'étais en négociation chez des clients hors d'eau, notamment hors domicile, donc sur la partie entrepositaire, où effectivement, après 10 minutes de rendez-vous, parce que j'étais sur le point de faire casser le fil, j'ai été mis dehors. Donc, la technique qu'on a, c'est qu'on va préparer une exigence initiale élevée en se disant aujourd'hui, si je pars en égo, la meilleure des solutions, pour moi, c'est quoi? Ça, on se le prépare de son côté. Et de l'autre côté, on va préparer l'exigence initiale élevée qu'on pense en théorie de son acheteur. Donc, moi, c'est vendre mes produits au meilleur prix. Et l'acheteur, c'est potentiellement c'est acheter des produits au prix le plus bas. Ça, c'est la base. Si on est en relation achat-vente, l'acheteur vient te vendre en te disant j'achète tes produits à temps. Sauf que ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Derrière, on souhaite en fait pouvoir discuter. Donc, le premier C, ça va être commencer haut, c'est-à-dire mettre en place cette exigence initiale élevée. Le deuxième pilier, c'est consolider. Comme le client est forcément dans une phase d'achat, il va challenger la proposition. Et je pense, en tout cas, je suis intimement convaincu qu'on va démarrer la négociation quand, en fait, le client remet tout simplement en question notre proposition initiale. Et ça, c'est hyper important, je pense, dans la négo. C'est que quand on va en négo, d'abord, on se dit qu'on va signer. Et c'est surtout qu'on va en négo en se disant qu'on va forcément concéder du terrain. Mais je reprends mon image du début. Si on concède du terrain, ce n'est pas dans ce sens-là. Si on concède du terrain, c'est pour se rapprocher du client. Et donc, potentiellement, si on se rapproche, on avance. Et c'est hyper important parce que dans mes premières négos, comme je suis un petit peu téméraire et tête brûlée, j'avais forcément l'impression que c'était un combat acharné, quoi. Et donc, par excès de jeunesse ou autre, justement, l'un des premiers rendez-vous qui a duré à peu près 10 minutes, je me suis retrouvé face à des gars où ma position était certaine. J'ai voulu absolument maintenir ma position. Et les gars m'ont dit, puisque tu ne veux pas avancer, ce que je te propose, c'est que tu sortes, quoi. Donc, le fil de cette négo n'a pas été cassé par eux parce qu'ils voulaient vraiment faire du business avec nous, mais potentiellement, moi, j'avais une mauvaise position. Pour autant, ce n'est pas tout lâcher d'un coup. Donc, on va d'abord, lorsque le client vous demande une concession ou autre, c'est d'abord le deuxième pilier qu'on va appeler consolider. Consolider, pourquoi? C'est rappeler au client la valeur de notre proposition. Parce que si potentiellement on dit tout de suite au client, oui, oui, vous avez raison, ça veut dire que l'exigence initiale élevée, on n'y croyait pas. Et que pire, on ne croyait pas forcément en notre produit. Donc, ce qui est vraiment très important là-dedans, c'est d'assurer au client qu'on est sûr de ce qu'on propose, du service qu'on propose, au prix auquel on le propose. Donc, ça va être le deuxième pilier qui va être la consolidation. Une fois qu'on a consolidé, potentiellement, on va commencer à écarter et créer cette fameuse zone d'intérêt commun. Dans cette zone d'intérêt commun qu'on va avoir d'un côté comme de l'autre, je disais tout à l'heure, c'est exigence initiale élevée. Qu'est-ce que je suis prêt au mieux à signer quand je commence à rentrer en zone d'intérêt commun? Et au plus bas de cette zone, quel est le point de rupture où je dis stop, là on arrête de négocier parce que c'est trop bas? Et c'est là où je reviens sur cette importance d'avancer. Ce n'est pas parce que je dégrade mon offre, ce n'est pas parce que je dégrade ma prise de position que je ne suis pas en mesure d'avancer en égo. Donc aujourd'hui, on se met bien d'accord, entre guillemets, avec soi-même ou avec la personne avec qui on est en égo, dans cette construction de ZIC, de zone d'intérêt commun, c'est que si potentiellement on est dans cette zone-là, ça veut dire que si le client il est prêt à signer dans cette zone-là, on revient sur les préceptes du haut avec une intelligence citationnelle. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'on close. Et on ne cherche pas forcément la petite bête à toujours vouloir aller chercher plus. Parce que si on cherche à aller encore au-delà de notre, en gros, de notre proposition, en fait, on est en train de faire varier la zone d'intérêt commun du client. Donc, comprendre ses attentes, c'est important. Comprendre son point de rupture aussi, pour éviter d'aller chercher peut-être des contreparties qui sont trop importantes. Et si on va en chercher des trop importantes, c'est là où on casse la négo parce que le client, lui, sort de sa zone de confort. Là, ce que tu dis, Julien, c'est que quand tu dis je vais être prêt à faire des concessions pour me rapprocher du client,
tu vas potentiellement aller chercher également des contreparties pour que lui aussi se rapproche de toi, c'est Ouais, ça? c'est indispensable. Et pour les personnes effectivement qui ont suivi la même formation, c'est important, c'est qu'en fait, on ne concède pas sans contrepartie. Mais ce sont des mots Ok. qui sont assez forts. On présente la négo il n'y a pas longtemps aux e-commerce. Et il a dit, ouais, non, mais c'était vachement dur parce que dans le groupe, ils étaient 9, nous, on était 7. Et donc, on était 7 contre 9. Cette notion de négo, 7 contre 9, c'est hyper important. En fait, non, c'est 7 avec 9. Je l'ai repris, je dis c'est 7 avec 9. Mais c'est une vision que j'avais de la négo. Mais à la fin, dans une négo, on se serre la main. Enfin, quand on avait le droit de se serrer la main. Mais à la fin d'une négo, on se rapproche. Donc, justement, pour se rapprocher, c'est ce que tu viens de dire, Matt, c'est l'autre pilier, c'est pas de concession sans contrepartie. Si j'ai consolidé ma proposition et que ma proposition, j'estime qu'elle est intelligible, qu'elle est à forte valeur ajoutée, j'accuse réception du fait que mon client la trouve trop chère, pas assez équipée, pas assez de services, pas au niveau de son entreprise, peu importe. Mais dans ces cas-là, je dis, je peux comprendre que la première proposition, bah, vous ne la trouviez pas à votre goût. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que si vous me donnez ça, alors moi, je veux bien dégrader ma proposition. Puisque le client, lui, il est dans le même schéma inverse. C'est pour ça que je fais ce schéma-là. C'est que les deux zones d'intérêt commun doivent se matcher pour s'assurer de discuter ensemble. Donc, le client, de son côté, c'est si jamais lui il veut rester sur ses positions, bah, c'est hyper difficile. Hyper difficile. Donc, à ce moment-là, ce qui est important, c'est surtout pas de concession sans contrepartie. Ok. Dans ces concessions-là, pour faire extrêmement rapide, il y a 3 techniques pour descendre, en gros, et essayer de trouver ces concessions et cette zone que j'ai apprise. La première, ça va être l'ancrage, qui est une position assez rigide, assez difficile à tenir pour le client. C'est je reste sur ma position et en gros, je consolide. C'est-à-dire qu'à peine je suis rentré dans la zone d'intérêt commun, je consolide ma proposition, elle est bonne, je suis sûr aujourd'hui de ce que je propose. Et si tu veux, on va appeler ça l'ancrage parce qu'on ne bouge pas et on tourne autour. Aujourd'hui, Mathieu, ma proposition, elle est bonne pour telle et telle raison. Donc ça, la bonne nouvelle, c'est que ça préserve un maximum de concessions. C'est plus sécurisant. Ça permet d'obtenir plus de contreparties parce que si le client commence à faire des mouvements, ben, on peut aller chercher plus de contreparties sur chaque concession. Mais ça tend la négo et clairement, ça laisse la porte ouverte aux concurrents parce que la conclusion, excusez-moi, la négociation, elle n'est pas rapide. Donc le client, au bout d'un moment, il peut se lasser, quoi. La deuxième chose, c'est sur la descente rapide. La descente rapide, c'est on avait une zone d'intérêt commun. Bon, ben là, on connaît bien son client. On a souvent une relation pérenne, une relation de confiance. Ça permet de conclure rapidement. On était sur l'exigence initiale élevée. On descend d'un coup en disant qu'est-ce qu'il faudrait pour négocier, qu'est-ce qu'il faudrait pour signer. De l'autre côté, il dit bah, voilà ce que j'attends de toi. Toi, tu peux lui dire bah, voilà ce que j'attends de toi. OK, on se met d'accord. Ça laisse peu de marge de manœuvre, c'est clair, mais ça permet de conclure rapidement avec les clients qu'on connaît. En revanche, si on connaît moins bien le client et qu'on adapte cette technique, tu as bien compris que si on descendait d'un coup rapidement, ben en fait, on utilise toutes nos cartouches et la marge de manœuvre, elle devient extrêmement fine et ça devient difficile de récupérer des positions. Et on appelle ça de la reprise de contrepartie franchement, ou de la reprise de conditions. Et c'est plutôt difficile et c'est pour les personnes pas comme moi qui sont très fortes en égo. Ensuite, il va y avoir une descente de ce qu'on va appeler la descente en petits pas. Donc là, celle qu'on connaît un peu plus, qui n'est pas allée s'essayer un peu à la négo, que ce soit en Tunisie ou au Maroc, pour essayer de négocier un superbe cendrier ou autre. Moi, j'adore ça. Et voilà, c'est plutôt savoir comment est-ce que j'avance petit à petit pour négocier petit à petit. J'ai besoin de ça, ben, tu me donnes ça, j'ai besoin de ça, tu me donnes ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun. C'est souvent quand il y a des enjeux élevés que les négociations sont assez longues. On l'utilise pas mal en ordo, notamment sur cette partie-là. Enfin, je l'utilisais, pardon. On l'utilisait également chez Carglass sur toutes les négociations assez longues avec les assureurs pour toute l'obtention de contrepartie de recommandations. C'est assez important. En revanche, ça demande énormément de préparation, tu l'as compris, parce que toutes les étapes de descente qu'on va donner à notre client, ben forcément, on va obtenir les contreparties en face. Voilà, en gros, les 3 principales. Il y en a une fois de plus plein d'autres. C'est mettre des mots sur des situations. L'idée étant, tu l'as bien compris, c'est
d'arriver dans cette fameuse zone d'intérêt commun pour s'assurer aujourd'hui que le client et toi, vous soyez bien raccord. Ouais. Et une fois qu'on a ça, forcément, il faut avoir le dernier pilier qui est la conclusion. C'est obtenir le fameux oui de la part de ton client. Si tu obtiens ce oui, en gros, ça scelle l'accord. Et pour la petite anecdote, sur une des premières négos que j'ai eues chez un groupement d'indépendants dont je tairai le nom, je me pointe, je fais l'aller-retour sur Lyon. Franchement, on reprend du business avec eux, ça se passe bien. On se met d'accord sur plein de choses. Et j'étais content, le groupement n'était pas très gros. Je négocie quelque chose, on se met d'accord avec le client. J'obtiens pas ce oui. Je dis, bon, ok, donc dans ces cas-là, on va négocier ça, on fait ça, on va avancer. Le client m'envoie un demi-oui. Je ne valide pas, je ne conclus pas par quelque chose qui scelle en gros notre accord. Et quand je me repointe au deuxième rendez-vous avec mon boss, potentiellement, le client dit, ah, non, mais on ne s'est jamais mis d'accord là-dessus. La catastrophe, un, je suis passé pour un peintre, et deux, je me suis bien fait avoir par le client qui était en face. Ce qui est important là-dedans, ce que je veux dire, c'est sceller, c'est permet de reformuler et de partir du coup sur des bases communes avec ton client, et surtout s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc le oui, une fois de plus, il paraît galvaudé, mais il est hyper important, on le retrouve ici. Et la conclusion de la négo, est-ce que ça correspond à un closing, à Ouais, une signature ou non? ouais, ouais. Ça peut être juste un oui? Alors non, Ok. après tout dépend le métier que tu exerces et autres, hein. Ce qui est cool, c'est qu'en Ordo, pour la petite histoire, oui, Hors pardon, domicile, excusez-moi, hein, hors pour ceux domicile, tout ce qui n'est qui. pas grande surface Ouais. alimentaire. Quand tu es dans ce secteur-là, il y a encore la possibilité, à l'époque, il y avait la possibilité de signer avec une poignée de main, donc d'obtenir un oui franc et massif qui te scellait en gros cette négo. Et by the way, il y avait plein de contrats à remplir, hein, bien entendu, pour l'aspect légal des choses. Mais tu es face à des personnes qui, le oui veut dire beaucoup de choses. C'est OK, on bosse ensemble. Tu as fait un effort, j'ai fait un effort, donc on va avancer ensemble. Pour toute cette frange-là, effectivement, pour des deals un peu plus petits, tu peux obtenir le simple oui. Quand aujourd'hui, je négocie pour Icono B2B et que j'ai en face une startup qui souhaite former ses sales, on est sur une équipe de 4 personnes. Quand j'ai eu un oui au téléphone avec une personne, même si il y avait une petite négo tarifaire ou autre, bien sûr, ça suffit. Dans d'autres cas, il faut effectivement la signature en bonne et due forme lui approuvée avec le tampon et autres. Ok. C'est hyper important. Ok. Ok. Super. La dernière chose que je voulais rajouter avant peut-être de prendre les questions, parce que je vois qu'il est 12h37, quand on parle négo, euh, par des formations peut-être professionnelles ou autres, on parle souvent de négo tarifaire. Moi, je parle pas mal de négo tarifaire. La négo, c'est pas que ça. Et c'est ce que je dis souvent aux e-commerce qui sont avec nous le lundi et le vendredi. Plus tard, vous arriverez à parler de tarifs, mieux c'est. Mais par déformation, on pense forcément que la négo, elle est liée au tarif du produit. Sauf que potentiellement, ça peut être lié d'un côté à la satisfaction de l'acheteur et de l'autre côté aux conditions qu'on rajoute. Tu achètes un meuble, potentiellement, on peut t'offrir la livraison. On peut venir te le monter. Ou on peut te proposer plusieurs coloris ou de le designer. Un service à côté. Donc, quelque chose d'additionnel, un niveau de satisfaction, un niveau d'accompagnement ou complètement autre chose. On t'offre une chaise avec, je dis n'importe quoi, sans que ce soit forcément lié. Mais en face, on dit potentiellement, tu peux me commander autre chose. Et c'est assez important parce que je pense que quand on arrive sur de la négo tarifaire, on n'est plus sur le produit en lui-même et on dévalorise nécessairement le produit. Aujourd'hui, quand on va acheter une voiture de collection ou un produit assez cher ou assez premium, en fait, on négocie pas le prix. On sait ce qu'on vient acheter. En revanche, ce qu'on va négocier, c'est peut-être la disponibilité ou alors une autre couleur ou une motorisation différente ou ce genre de choses. En gros, ce que je veux dire, c'est que il faut pas tout lier au tarif. Enfin, il faut pas lier nécessairement la négo à l'aspect tarifaire des choses. Ok. Voilà. Hyper clair. Est-ce que Julien, on vient de parler de négo. Est-ce que tu pourrais récapituler les différents piliers que tu as expliqués, s'il te Ouais, plaît? donc les 5 piliers, c'est le commencer haut avec son exigence initiale élevée. Ensuite, c'est consolider cette position, donc s'assurer aujourd'hui qu'on est serein de ce qu'on vend et répéter aux clients que le produit qu'on vend et ses fonctionnalités ont les justes fonctions et le juste prix.
Ensuite, c'est pas de concession sans contrepartie. Donc, c'est hyper important à chaque fois que vous ayez, quand vous avancez, pas de concession sans contrepartie. Et à l'intérieur de la zone d'intérêt commun, donc construire cette zone d'intérêt commun avec ses concessions et ses contreparties. Et enfin, ne jamais oublier de conclure. C'est hyper important. Conclure, Ok. c'est voilà, on peut dans l'euphorie, je le répète, on peut partir en se disant c'est génial, j'ai signé, et en fait, on s'aperçoit que le client en face, il n'est pas encore aligné et que c'est pas forcément terminé. Super, super. Merci. Donc, on a donc Voilà, les 5 C de la négo. Commencer haut, exactement. consolider, pas de concession, sans contrepartie. Et la conclusion. Et ça fait suite à une première partie où on a balayé tous les 7 techniques de closing. On a vu pas mal de choses. Il y a beaucoup de questions. Et effectivement, on va prendre le temps maintenant de répondre à toutes les questions que Sacha a notées pendant la Ok, discussion. Merci beaucoup, Julien, jusque-là, de toutes les explications. merci, j'espère que j'ai été clair. Yes, ben merci à vous deux, c'était très clair. Il y a eu quelques questions dans le chat que j'ai notées pendant le live. Du coup, il y avait une première question de Rodolphe qui demandait en fait si la non-vente, la technique de la non-vente, était la même que l'anti-vente ou s'il y avait une différence. Alors là, Rodolphe, tu me poses une colle. Sincèrement, j'en sais rien. Je- Est-ce que la technique de la non-vente peut être appelée la technique de l'anti-vente? Ça peut être confondu, c'est peut-être la même en fait, c'est juste une Alors, c'est différence de... peut-être la même. Moi, juste, je Ouais, m'arrête à la non-vente, qui est le principe de faire comprendre au client que le produit qu'on lui propose n'est pas forcément fait pour lui, ouais. parce que trop de fonctionnalités ou parce que pas forcément correspondant à son besoin primaire. L'anti-vente, j'en ai jamais entendu parler. Peut-être que les deux se D'accord, ouais. rapprochent. Malheureusement, je ne sais pas. Ok, très bien. Après, on avait une question de Besto qui demandait est-ce que sortir d'une table de négociation, ou du moins le faire croire, peut être une technique de closing? Et si oui, c'est laquelle? Ouais, merci Yuri pour ta question. Du coup, j'ai envie de donner un exemple qui était à l'époque chez un entrepositaire où potentiellement c'est eux en fait qui ont utilisé cette technique puisque suite à un échange un peu houleux, c'est eux qui m'ont mis dehors pardon, pour me mettre la pression. Donc en fait, ils m'ont sorti disant que les conditions n'allaient pas, que de toute façon on n'avancerait jamais. Et c'était à l'époque il y avait une grosse hausse de prix sur un des produits. Donc moi, je reviens forcément la deuxième fois sur le deuxième rendez-vous. Je reviens forcément avec un peu d'appréhension. J'étais un peu stressé, voire très très stressé. Je crois que c'était un rendez-vous dont je me souviens. Je m'installe et là, il se trouve que c'est la personne d'en face qui a dérapé, bref, pendant le rendez-vous pour X ou Y raison. Au-delà de la raison, c'est la façon dont ça a été fait. C'est que moi et une personne de mon équipe ont été personnellement, je dis bien, attaqués, non pas sur le job. Et on était franchement pas loin de négocier. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis levé, j'ai dit que dans ces conditions, en fait, on n'était plus du tout en égo, on était sur un jugement de valeur et que je pense que j'avais rien à faire ici ou alors que je m'étais trompé, mais que je ne pensais pas avoir affaire à ces personnes-là. Et je suis sorti et malgré moi, je le dis bien parce que c'était pas du tout voulu, mais j'étais vraiment énervé. On est sorti et du coup, un des gars m'a rattrapé, un autre, parce qu'ils étaient 5, et m'a dit Julien, tu peux pas partir comme ça, prends un café, prends un verre d'eau, respire, je te sens énervé. Je dis mais oui, mais je dis on peut pas me parler comme ça. Et là, le gars m'a dit écoute, ce que je te propose, c'est que pour rentrer un peu et qu'on te montre notre bonne volonté, parce que tout ça, ça ressemble beaucoup à un jeu et autres, bah, je te propose qu'on t'accorde ça. Donc malgré moi, oui, potentiellement, pour répondre à cette question, oui, ça peut donner lieu à des avancées. Après, c'est toujours pareil, c'est une technique assez difficile, je pense. Pour avoir échangé avec mes collègues Gandistri, on parle aussi souvent de cette technique sur la technique de la chaise vide. Quand on a des demandes qui sont pharaoniques et que potentiellement on ne peut pas y répondre ou on sait qu'on n'a pas les moyens d'y répondre, mais en fait, on ne se pointe pas au rendez-vous et puis ça ne fait pas avancer et on ne fait que reculer l'échéance. Donc, tu peux l'utiliser comme technique de closing, mais c'est risqué, quoi. D'accord, merci Julien, c'est très clair, merci pour la petite histoire. Après, il y avait LR qui disait que lui, il n'utilisait pas forcément la technique de dégradation. Et en fait, il se demandait si vendre nécessitait vraiment de vendre à tout prix. Et lui, en fait, il préfère que le client comprenne bien la valeur ajoutée plutôt que de dégrader le prix. Et il voulait savoir ce que tu en pensais. Tu as complètement raison.
en fait, vendre à tout prix, je pense que c'est une vraie boulette, quoi. On n'est pas, en tout cas, je pense que dans le métier que j'exerce, le métier de commercial, on doit être capable, au-delà de faire de la non-vente, on doit être capable de dire, mais là, en fait, je pense qu'on s'est planté. Ça m'est arrivé la semaine dernière avec un call où j'ai dit, mais je pense que la demande que vous m'exprimez, le besoin que vous avez aujourd'hui, ne correspond pas forcément à ce que je suis capable de faire, moi, en tant que formateur sur de la vente. Donc, je lui ai dit, en fait, vous me demandez un truc qui est de l'accompagnement individuel de coaching. Je n'ai pas les capacités pour le faire. J'aurais peut-être pu mitonner un truc ou essayer de m'arranger pour lui vendre coûte que coûte, mais je pense que ça ne me ressemblait pas et j'aurais été, en fait, du début jusqu'à la fin, j'aurais été forcément mal à l'aise parce que je vendais un truc au client. Lui m'aurait dit, bah, c'est bon, il a un bon discours commercial, il est rodé. Non, en fait, je ne sais pas le faire. Donc ça, je préfère m'arrêter. Ouais. Et donc, il y va de même avec la dégradation, pour répondre à la question, Sacha. Si potentiellement, tu dois dégrader ton prix au point que on estime que l'apport de valeur de la solution, elle a un certain prix et qu'elle ne veut pas être dégradée, enfin, moi, je suis complètement d'accord. Hein. Après, c'est à voir avec vos boss, c'est à voir avec vous, avec votre business plan, jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et donc là, on va rentrer dans cette fameuse zone d'intérêt commun. Et quand on va descendre en dessous de ce prix plancher, concrètement, ça veut dire qu'on est en dessous des espérances, donc on ne peut plus négocier, c'est terminé, on arrête de négocier, on arrête de vendre, on ne close pas, on sort du process. Quoi. D'accord, ok, merci. Après, on a une question de Damien qui demandait quelles autres techniques type RFA pour valider un accord moyen terme, baisse de prix contre volume prévisionnel, sachant que le volume est incertain et que la baisse de prix est une condition nécessaire pour signer le deal. Bon, bah là, j'ai pas beaucoup de choix. Ouais, là, la question est vraiment précise. Ouais. Bah alors là, c'est une contextualisation qui est importante. Baisse de prix. Là, moi, ce que je propose, c'est que s'il y a une baisse de prix liée à un volume, le volume, clairement, ce n'est pas garanti. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent potentiellement parfaire votre offre. Et c'est là où je dis justement, si on accepte cette dégradation de prix, ça veut dire qu'on a accepté d'abord un engagement de volume de la part du client, mais qui peut être caduque parce que en ce moment, le Covid, si demain son commerce ferme, il a beau s'être engagé sur les volumes, on ne va pas aller venir le chercher avec les huissiers en disant vous me deviez tant parce que vous étiez engagé à temps. En revanche, on peut peut-être l'engager sur d'autres choses. La mise en avant de notre marque au sein de son enseigne. On peut aller chercher des services additionnels. On peut lui demander de nous présenter à d'autres clients pour aller chercher du business additionnel. En tout cas, moi, ce que je recommande là-dedans, au-delà du simple engagement de volume qui est lié à quelque chose qu'il ne maîtrise pas, c'est de repartir en égo pour obtenir des contreparties sur des engagements de votre client. Quand je dis personnel, c'est que lui, en fait, se mouille pour vous, comme vous vous mouillez pour lui. Donc, si vous valorisez aujourd'hui cette dégradation tarifaire qui est possible, tant qu'elle reste dans votre plan de négociation, demandez toutes les contreparties que vous voulez à votre client. Quoi. D'accord, ok, très clair, Julien. Après, on avait une question. Je crois que tu as un peu répondu après. On demandait s'il y avait des conseils pour créer de la valeur au sein de la zone d'intérêt commun, sachant que le win-win est l'objectif. Mais si je ne me trompe pas, c'était les 3 techniques que tu as données avec l'ancrage, la descente rapide et la descente en petits pas. Tu peux les rappeler très rapidement, s'il te plaît, Julien? Ouais. L'ancrage, c'est une position, en fait, on n'avance pas beaucoup. On a une valeur certaine de la part on est sûr, de la valeur de notre produit. Et on répète au client, en gros, que ce qu'on lui propose vaut tel prix avec tel service, tel enrobage, et qu'en gros, on n'est pas prêt à bouger parce qu'aujourd'hui, notre produit, il est trop bien. Donc ça, c'est une technique où on va en fait tourner en rond. Et tant que le client ne commence pas à avancer et qu'on n'a pas un premier pas qui avance, clairement, on est sur un client un peu difficile. Ça permet d'ancrer les positions. On n'avance pas beaucoup. Il y a un moment donné, il va quand même falloir faire un pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc la deuxième, c'est ensuite les petits pas, où on va petit à petit lâcher et concéder du terrain au client en s'assurant systématiquement, bien sûr, de tenir une contrepartie quand on peut. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis sinon, la dernière technique, c'est la descente rapide. Je l'ai dit, plus quand le client est connu, qu'il y a peu d'enjeux ou qu'on a la volonté d'aller vite en se disant, on va se mettre d'accord parce qu'on se connaît. Là, à ce moment-là, c'est donner tout de suite sa propale max et s'assurer qu'en face, le client également soit en phase avec toi. Ce que je veux dire également dans les 3 techniques, c'est, on l'a bien compris, ça ne va pas être, tiens, je vais partir en égo, je vais faire de l'ancrage. Ou je vais partir en égo, je vais faire une descente rapide. Ou je vais faire des petits pas. Souvent, on va avoir ces 3 techniques qu'on va utiliser
Donc, quand on a des négos à tiroir, en fonction du produit, du prix, de tout ça. Donc, c'est vraiment spécifique et en fonction de la situation. Si le client commence à demander la lune sur plein de choses, ben, rien ne t'empêche d'être descendu à petits pas, puis de nouveau d'ancrer, d'attendre, de tourner en rond, d'attendre que le client rebouge et ensuite on redescend. D'accord. Ouais, donc, tu peux utiliser plusieurs techniques Ouais, en ouais, même ouais, temps. Ok, comme le très bien. closing et tout, c'est pas rien n'est figé dans la vente, hein. La meilleure des Ok, ventes, c'est celle qui est faite, hein. Après, comment ouais, très bien. On avait une autre question qui était à quel niveau mettre son offre au prix maximal en fait quand il y a plusieurs concurrents dans un même appel d'offres? bah, il y a forcément, j'ai pas, une fois de plus, je veux pas dire que Ouais, j'ai la baguette magique, hein, c'est important. Je pense que sur des offres d'appel d'offres, notamment sur le distributeur automatique, euh, on a eu l'offre et on a eu le renouvellement sur une partie des produits, sur toute la partie salée. En revanche, à mon époque, et récemment ils l'ont fait, mais à mon époque, on est toujours allé dans le chou, sauf sur la partie jus, mais sur la partie soft, on était dans le lac. En fait, faire la bonne offre, je pense que c'est quelque chose, là, pour le coup, dans le cadre d'un appel d'offres, qui se discute avec toutes les parties prenantes. Le market, le DIRCO, toi, ta connaissance du compte, la connaissance de ton environnement client. Et après, c'est tout simplement une histoire de budget et d'envie. Jusqu'à quel point tu es prêt à mettre, tout simplement, pour obtenir tel ou tel client. Donc, une autre personne nous disait, est-ce qu'aujourd'hui, il faut forcément vendre à tout prix? Ben non. En fait, je vais montrer et je vais monter mon dossier jusqu'au moment où j'estime que je ne m'y retrouve plus, je ne suis plus dans ma zone d'intérêt commun. À ce moment-là, je lâche simplement, en fait, c'est trop pour nous. Et je pense qu'il ne faut pas y aller à tout prix, quoi. En tout cas, c'est important. Ça montre la valeur du produit aussi. très bien. Après, on avait une question d'Odem qui disait, quand on part en négociation, est-ce que le fait de faire plusieurs propositions avec différents périmètres, ça peut te faire perdre le contrôle de la vente? Non, je pense pas. Tant qu'on reste sur une proposition de valeur qui est en ligne avec le besoin qu'on a détecté dans la phase de découverte du client, il n'y a pas de raison. Sur le closing alternatif, je pense que c'est ça dont il veut parler. Dans le closing alternatif, l'idée est de pouvoir éveiller la curiosité du client en proposant en gros une espèce de lot, un bundle qui pourrait potentiellement l'attirer vers quelque chose d'autre. Mais ça implique qu'on soit systématiquement dans une condition, et je l'ai bien précisé en amont, comme quoi le client est partiellement d'accord avec la proposition que tu vas lui Oui. faire. Donc, on est quasiment en phase de signer, quoi. D'accord, très Je bien. ne sais pas si j'ai été clair, mais Ouais, c'est… ouais, c'est clair. Alors, il y a une dernière question et c'est la mienne. C'est est-ce que ces techniques de négociation et de closing, elles sont internationales? Parce que je sais que en fonction des cultures, ça peut être vraiment différent, par exemple en Asie, en Europe, etc. Alors, ma connaissance des techniques colombiennes est un peu à refaire, hein, clairement. Non, international, je pense qu'en fait, et je le répète tout le temps, je pense que les e-commerce s'ils sont connectés, ils sont sympas déjà de m'écouter parce que ça va faire la 18e fois qu'ils l'entendent. Je pense que la vente, la négo, c'est d'abord de la relation avec le client. Et j'ai pas pour ambition de dire je vais révolutionner la vente. La vente, c'est l'avant-vente avec la prospection. C'est la vente, c'est-à-dire l'entretien avec la prépa, les questions ouvertes, la négo, le traitement de l'objection, la conclusion et l'après-vente avec le suivi client. Ça, c'est la base et je pense que ça, pour le coup, c'est international et D'accord, universel. ouais. Si tu veux, ce que je vais mettre à l'intérieur, peut-être qu'il va y avoir des us et coutumes à droite à gauche, que ce soit en Ouais, Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, qui vont être un peu différentes. ouais. En revanche, ce que je leur dis systématiquement, et je pense qu'il marche à chaque fois, qu'on soit en avant-vente, pardon, qu'on soit en vente ou en après-vente, mais si on s'en tient déjà uniquement à poser des questions ouvertes et derrière à faire des phases de silence pour écouter ce que le client a à répondre, mais je pense que la vente, elle est… J'ai l'exemple de la semaine dernière, j'étais avec Samuel, qui est l'un de nos e-commerce, qui a pris un rendez-vous pour moi et on discute. Et Samuel a tenu à faire le rendez-vous de découverte. La puissance du truc, Samuel, il est souvent, il parle beaucoup. Je lui dis, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu lui poses une question et tu te notes sur ta page de faire une phase de silence.
Et je te jure que c'est vrai, et pourtant, c'était son premier rendez-vous, il apprend. Il a posé sa première question et la cliente, elle a parlé 6 minutes toute seule. Et moi, j'étais derrière la caméra, je dis chut, chut, chut. Et c'est ouf parce que la cliente, elle parlait. Et tant qu'il ne l'a pas en fait interrompu, ben, j'ai les besoins, j'ai les objections, j'ai les éléments pour ma négo, j'ai les éléments pour closer. Donc, le cycle de vente, je pense qu'il est international. Et la deuxième chose qu'il serait, je pense que c'est juste de poser des questions ouvertes et d'écouter ce que le client a à vous dire. D'accord, merci Julien. Bah écoute, c'est très clair. Il y a beaucoup de gens qui te remercient pour ta pédagogie dans le chat. Ils ont dit que c'était très clair, que tu as bien résumé toutes les techniques en peu de temps, donc ils sont très contents. Et il y a les e-commerce qui t'écoutent aussi. Ils faut savoir qui t'écoute. Bon, bah, les e-commerce, ils ont l'habitude. Les autres, ok, mais merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris 2-3 choses. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter soit Sacha, soit Max, soit moi, j'en sais rien, en tout cas en message privé sur LinkedIn. Et puis, n'hésitez pas, quoi. Yes, et vous allez tous, j'ai vu la question passer, vous allez recevoir un replay par mail, Ouais. plus une petite surprise de la part de Sacha. Et donc, vous pouvez revoir et avoir le récap des 7 techniques de closing et des 5 C de la négo que Julien vient de vous couvrir de manière très synthétique. Si vous avez besoin d'aller beaucoup plus loin et d'être coaché directement par Julien, vous pouvez bien sûr le contacter, mais vous pouvez aussi le retrouver dans notre formation en ligne qui s'appelle Iconoclast Academy. C'est tout pour moi. Merci beaucoup à toutes. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. C'est hyper sympa. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Salut!